le premier conseil que je pourrais certainement donner à tous ces étudiants, c'est de toujours garder à l'esprit que c'est le client qui paye leur salaire. Ce n'est pas le CEO, ce n'est pas le CFO, ce n'est pas le centre des ressources humaines, c'est le client. Et donc, si le client n'est plus là, il n'y a plus de salaire. C'est très pragmatique, mais c'est la réalité. Et pour traduire ça dans les faits, nous avons, à titre d'exemple, dans le cas de Mobistar, nous avons voulu être certains que l'ensemble des employés soient impactés par la relation client. Alors aujourd'hui, souvent, on dit que les vendeurs souvent sont commissionnés, parfois certains services comme le marketing et bien sûr le management. Dans notre cas, nous avons veillé à ce que 100% des employés aient une partie fixe de leur salaire et une partie variable. C'est peut-être un peu particulier parce que même la réceptionniste, les gens techniques et autres, ont une partie de leur salaire qui est variable et ce salaire, cette partie variable, dépend de la qualité client, dépend d'un certain nombre de ratios que nous établissons et que nous mesurons tous les 6 mois. Et si ces ratios ne sont pas atteints, il est évident que le salaire ou une partie variable, en tout cas de ce salaire, n'est pas touché. Si vous pouvez implémenter ça dans vos entreprises, à l'avenir, futurs étudiants, futurs CEO, je pense que ça serait une très bonne chose. Le deuxième peut-être conseil que je peux vous donner, c'est que toujours, perception is reality. On a toujours une perception bien meilleure de notre qualité client que ce que le client vit réellement. Et sans doute que beaucoup d'entre vous sont clients chez Mobistar. Et souvent, je le vois bien quand je discute avec mes différents managers, avec mes différents employés, il y a souvent une phase de denial. On refuse systématiquement le fait qu'un problème survient, qu'un client a un problème particulier. On dit toujours que c'est un peu l'exception et qu'il n'y a jamais d'autre personne que lui qui a ce problème. C'est très souvent une erreur et il est clair que dans un monde où le changement s'accélère, où la possibilité de ses clients de pouvoir changer également s'accélère, si on n'est pas suffisamment à l'écoute de ce client pour adapter les processus, eh bien là directement on va au mur. Donc moi je veille systématiquement à ce que chaque nouvel employé qui rentre dans la maison, et nous engageons à peu près 250 personnes par an, chaque personne passe une journée complète à écouter, en double écoute avec un casque, à écouter les plaintes des clients, parce que nous en avons de temps en temps. Nous avons à peu près 5,9 millions d'appels entrants et sortants à notre call center sur base annuelle. Et donc, nous avons, et ce n'est pas tous dû à des problèmes, je vous rassure, nous avons fait en sorte que chacun de nos employés passe une journée complète en double écoute avec un des agents pour qu'ils comprennent ce que vit le client au jour le jour, et surtout qu'il soit bien conscient de l'impact de ses actes sur la vie du client. Et très souvent, on constate un avant et un après cette journée. Parce qu'on ne peut pas toujours organiser cette journée après quelques semaines. Parfois, elle est faite après quelques mois. Et on constate vraiment que l'attitude aussi de nos employés change fondamentalement une fois qu'ils ont compris parfois la situation difficile dans le cadre dans lequel se trouvent certains de nos clients. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Si un client se plaint, et personnellement, je reçois de temps en temps des lettres de plainte et je les lis toutes personnellement, où je rappelle aussi, où j'écris systématiquement aux clients qui m'ont écrit, sachez que la perception est la réalité. La troisième chose, également relativement pratique, c'est qu'on fait tous des études. On fait des études pour voir quelle est l'évolution des clients, comment le client nous perçoit. Nous faisons nous-mêmes ce que nous appelons du mystery shopping. Nous avons un réseau de distribution, nous envoyons des mystery shoppers dans ces magasins pour voir comment la perception et comment l'acte de vente se fait. Nous avons également ce que nous appelons des focus groups. Mais finalement, le meilleur moyen de savoir comment les choses se passent, c'est de le faire soi-même. Et donc j'envoie, à titre d'exemple, chaque année, l'entièreté de mon management team étendu, je leur donne 200 € et je les envoie chaque année dans le field faire eux-mêmes des courses. Donc eux-mêmes visitent nos propres magasins, visitent les magasins de la concurrence. C'est assez amusant parce qu'ils reviennent chaque année avec beaucoup de produits de la concurrence et donc on accumule tout ça au fil du temps. Mais on veille justement à ce que chacun d'entre eux comprennent encore une fois ce qui se passe et puissent voir aussi l'évolution de la relation client et de la qualité de service que l'on offre. Pas seulement la nôtre, voir également ce qui se passe chez nos concurrents. Et donc systématiquement, on veille, et je veille à ce que chaque année, mon management team aille dans le field, dépense cet argent, revienne vers moi, et puis ensemble, on redéfinit justement le plan d'action sur base des leçons qu'eux-mêmes ont apprises dans le cadre de cette expérience client. Et on continue bien à faire des études de mystery shopping par des sociétés extérieures, mais encore une fois, rien ne vaut l'expérience personnelle qui est prise par chacun de ces managers. Quatrième point que je pourrais donner, ou quatrième conseil que je pourrais donner à tous ces managers ou à tous ces étudiants, c'est de ne pas faire ce que j'appelle une carrière dans une cheminée. C'est surtout d'éviter
de toujours travailler dans le même domaine, dans la même équipe, dans le même département. Nous veillons à ce qu'un maximum de personnes puissent changer de job. À titre d'exemple, nous avons plus de 30% de notre personnel qui chaque année change de job. Alors ils changent de job parfois au sein même de le département dans un autre job, ou changent de job dans une autre équipe. Et je veille aussi systématiquement à ne promouvoir des managers que s'ils ont eu une expérience en dehors du département dans lequel ils ont eux-mêmes travaillé ou dans lequel ils sont eux-mêmes appelés à prendre des responsabilités. Alors c'est parfois difficile, parce que ça prend parfois un peu de temps, mais cette expérience cross-département, de voir qu'un vendeur, de voir ce qui se passe en marketing, qu'un marketeur se voit dans la mesure du possible ce qui se passe dans un domaine un peu plus technique ou à l'inverse dans la relation client, apporte énormément dans l'attitude également des managers à penser client en permanence et à voir finalement que la qualité du service que l'on offre à un client n'est pas uniquement limitée à son seul service, mais dépend de beaucoup d'éléments. Et souvent, ces éléments travaillent en domino. Quand un ne marche pas, c'est un effet domino sur le reste et le reste ne fonctionne pas. Donc, bien comprendre comment fonctionne le reste de l'entreprise est capital. Et puis surtout, faire en sorte qu'un maximum de personnes qui délivrent des services ou qui développent des services travaillent également du côté du service commercial. Et puis enfin, cinquième et peut-être dernier petit conseil pragmatique que je pourrais leur donner, c'est relativement simple, c'est de garder à l'esprit qu'une relation client, une bonne relation client, ça se mérite. Ça se mérite, entre autres, par le travail. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes être relativement exigeants dans leurs conditions de travail, parfois même dans ce qu'on appelle la régénération Y, telle qu'on l'appelle aujourd'hui. De plus en plus de jeunes vont avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça se mérite tous les jours aujourd'hui d'avoir des clients, de les avoir tous les jours 24 heures sur 24. Et donc, il faut veiller dans ce travail à rester, parfois aussi j'invite mes managers à rester parano. Je leur dis souvent que quand les choses vont trop bien, ce n'est pas un bon signe, parce que ça veut dire qu'il est en train de se préparer quelque chose qu'on n'est pas en train d'anticiper. Et donc, c'est là qu'on revient finalement à tout le concept de l'innovation continue, et Dieu sait si dans le secteur dans lequel nous sommes, l'innovation est excessivement rapide. Comme le disait très bien Vincent tout à l'heure, il y a 10 ans, on ne se souvenait pas, ou on n'imaginait pas le type de GSM qu'on pouvait avoir aujourd'hui, avec des produits par exemple comme l'iPhone, qu'on n'aurait jamais espéré avoir il y a ne fût-ce que quelques années. Cette évolution étant tellement rapide, si on n'est pas un petit peu parano, comme je le disais, sur l'évolution continue de notre marché, eh bien très vite, on perd ce marché, on perd la relation avec le client, on ne parvient pas évidemment à se différencier par rapport à ses concurrents, et très vite évidemment, la société en souffre et l'entièreté des employés, bien sûr, en souffrent. 5 petits conseils très pragmatiques, mais qui finalement sont souvent des conseils de la vie de tous les jours qui font la différence. Et c'est souvent ce pragmatisme qui fait une différence dans la relation à long terme avec le client. Parfois, et certainement dans notre métier, je dis aussi souvent à mes managers, good is good enough. On cherche parfois à trop complexifier nos processus, nos systèmes. Thierry Van Kahn parlait des process tout à l'heure. De la complexité parfois de ces processus à vouloir absolument délivrer le meilleur du meilleur. Et puis parfois l'opportunité est passée parce qu'on a passé trop de temps à vouloir développer ce processus. Et finalement, on n'arrive pas à suivre justement ce que le client veut. Donc 5 petits conseils, en espérant que s'ils ne puissent retenir et en appliquer qu'un seul, ce sera déjà bien suffisant. Et je leur souhaite à tous de bonnes chances pour leur vie professionnelle de futur CEO. Merci.